Ok, bonsoir à tous. On se retrouve pour un énième épisode podcast Perform. Je dis ça comme si on en a déjà fait des dizaines, c'est faux. Mais j'ai complètement oublié de compter au combienième épisode on était. Donc de manière un peu plus informelle, parce que pas de sujet, de trame de fond. Ça n'a pas été préparé. On profite juste d'avoir différents membres de l'équipe qui sont retrouvés juste après les fêtes pour ce qu'on avait à faire, on va dire ça comme ça, pour passer un peu de temps et de répondre aux questions qui nous avaient été soumises sur Instagram. Alors c'est des questions auxquelles on essaie de répondre à chaque fois par leur originalité, parce que nécessairement on a des redondances dans les questions qui nous parviennent. On répond à ça à l'écrit quand on en a le loisir. Maintenant on essaie un petit peu ce format différent et on sera potentiellement amené à le refaire avec d'autres membres de l'équipe si ça vous intéresse. Donc on est avec Zach, Ross et donc moi-même pour ces questions-là, je les ai sous les yeux. Et on va passer ça un petit peu en revue. Le but c'est que chacun puisse prendre la parole en fonction des questions qui seront collectives ou plus ciblées. That's it. Cool. Allez. Une des premières questions qui nous avait été soumise, c'était sur une interview potentiellement à vous avec Vétérans de France. Ça c'est une question qui nous est revenue une petite dizaine de fois. Alors on apprécie beaucoup le travail qu'ils font et la mise à l'honneur de soldats ou de personnes ayant combattu ou ayant des faits de carrière, des faits d'armes un peu particuliers, voire carrément exceptionnels. Simplement aujourd'hui dans notre position, on est davantage sur ce qu'on propose à l'instant T et dans notre vision du futur, plutôt que raconter un petit peu nos exploits passés. Donc c'est pas un format nécessairement dans lequel on se retrouve à titre personnel ou à titre collectif au sein de l'ADN de Chimera. Mais pour autant on soutient bien leur boulot et on les salue. Pourquoi ne montres-tu pas ton visage ? Alors mon visage est donc de ce fait-là par ruissellement le visage des autres membres de l'équipe. Si on cherche suffisamment, c'est pas secret. Maintenant on est présent sur des salons, que ce soit en France, en Europe ou à l'international. Donc les gens qui nous ont rencontrés ou sur différentes plateformes professionnelles peuvent être à même de nous reconnaître nécessairement. Maintenant, on a toujours eu en tête le fait d'incarner une idée plutôt qu'incarner une personne. C'est-à-dire que chacun mène un petit peu sa barque comme il le veut, mais ça n'a jamais été un one-man show. C'est-à-dire que, au contraire d'autres choses qui peuvent se faire aussi dans cette industrie-là, ça n'a pas été Monsieur X qui met en avant ses compétences, son savoir ou ses savoir-faire, mais plutôt l'idée que j'avais initialement et que maintenant on a de manière collective sur ce qu'on souhaite proposer aux professionnels qui en ont besoin, et donc de manière plus large tous les champs un petit peu dans lesquels on se positionne. Alors, on n'est pas en dictature. Chacune des décisions, chacun des moves que Chimera prend est le fruit d'une décision collective. Votre avis, les gars, sur le fait de se masquer Non, tout à fait. Après, on est toujours concertés pour toutes les grandes décisions et on est tous force de proposition. Après, le fait est que, pour la sécurité puis aussi pour ce qu'on propose, forcément, le fait de rester flouté, pour moi, ça paraît naturel. En tout cas, pour le moment. Après, si le besoin s'en fait ressentir à un moment, il n'y aura aucun problème à penser sur décision collective ou quoi, de faire la bascule. Mais pour le moment, sans vouloir faire de mystérieux effets, comme tu l'as très bien dit, on avance. Surtout qu'on n'est pas secret, on est discret, on fait bien la différence entre les deux. En tant qu'entreprise immatriculée en France, payant ses cotisations, etc. Ici, les entités sont pas masquées ou sont pas inconnues. Maintenant, on préfère rester discret sur cette partie-là. Yep. Ensuite, t'as fait quoi comme étude ? On va prendre ça de manière individuelle. Tu passes la balle ? Allez. Comme étude, j'ai fini par un petit bac STG. Voilà, comme un bon marsouin. Tu avais l'air d'un littéraire plutôt. C'est le cercle des poètes disparus. Dans la littérature, mis dans les maths. Et puis après, fin des études directement et engagement au sein des forces armées. Et bien moi, je me suis arrêté en première. Voilà, des choix qui faisaient que... une passion. Une vie d'artiste, là. Et franchement, j'ai pas été déçu. Alors j'ai terminé en première. Et moi, j'ai été jusqu'au bac. J'ai passé un bac scientifique sciences de l'ingénieur. J'ai fait un petit passage à la fac pour attendre mon engagement là, à 17 ans et demi, comme c'est la nécessité ici réglementaire en France. Et donc, un petit passage en fac à Lille, la prépa kiné, histoire d'avoir accès aux installations sportives. Du coup, vu que t'es jusqu'à la fac, c'est toi le chef. J'étais là en premier, c'est pour ça.
Alors, il y a pas mal de private jokes, on va les garder pour nous. Est-ce que vous pouvez enregistrer une journée complète de votre vie à Chimera, incluant le fitness et les flingues? Ça serait sympa. Il faut un peu de temps là. Alors, il faut un peu de temps et il faut qu'on définisse, à mon avis, le pattern de ce qu'on souhaite montrer, parce qu'une journée type, j'aimerais bien qu'il y ait une journée type, mais le propre de l'activité, c'est que je pense que depuis le début de Chimera, il n'y a jamais eu 2 journées qui se sont ressemblées. On peut être au bureau, en call, en rendez-vous le matin et sur le stand l'après-midi, ou être en sécurité toute la journée et le soir en repas ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même des trames, je pense qu'on pourrait isoler. C'est quelque chose à réfléchir sur lequel on va se positionner. À l'aise. Bonjour, les recrutements sont-ils ouverts pour les anciens militaires? Alors absolument, c'est pas un critère de go ou un critère de no-go. Nous on distingue 2 grandes parties forcément chez Chimera. On a la partie qu'on appelle opérationnelle, je mets ça entre guillemets, c'est pas pompeux, et la partie plutôt commerciale logistique. La partie logistique ou la partie commerciale, c'est des recrutements qui sont effectués plutôt sur des compétences, donc sur les appels qui sont faits, que ce soit sur de la manutention, de la logistique, des responsables achats, de la gestion administrative, financière, etc. Le fait que les profils soient des anciens militaires, où on a beaucoup femmes de militaires, filles de militaires, etc., c'est pas un problème du tout. Maintenant, pour la partie opérationnelle, actuellement, il n'y a pas de recrutement au sens où on cherche un formateur pour tel type d'activité ou pour tel poste. C'est des choses qui sont un petit peu qui sont au long cours. C'est-à-dire que tous les gens actuellement qui opèrent sur la partie training, que ce soit sur le domaine du tir, le domaine du secourisme tactique, CQB, véhicule, etc., c'est majoritairement des gens qui sont à la base des stagiaires. Enfin, simplement de Chimera, avec lesquels on a eu des atomes crochus, plus que crochus, sur lesquels on s'est retrouvé de manière transverse chez les uns et chez les autres, que ce soit dans notre vision, que ce soit dans notre rigueur, dans notre exigence, et c'est ce qui nous a amené à pouvoir proposer ces positions ici plus permanentes, avec le temps plein, sur ces choses-là, ouais. On reçoit énormément de CV, de lettres de motivation pour des postes de moniteur ou de formateur, et de manière spontanée, mais sans jamais nous avoir rencontré quoi que ce soit sur des stages, que ce soit dans la rue, que ce soit sur des salons. Donc en fait, j'ai du mal à me positionner par rapport à ces candidatures et à me dire ok, je vais rencontrer quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui a jamais vu les mecs de l'équipe, qui ne savent pas comment ils fonctionnent, qui ne savent pas quels sont à peu près, tu vois, les... Et puis qui n'ont pas forcément les standards qu'on exige, hein. Ça, pour le coup, ça fait un peu clivant, mais qu'on exige, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, n'importe qui a passé 5 ou 10 ans dans une institution, que ce soit l'armée, que ce soit police, gendarmerie, quoi que ce soit, tout le monde est moniteur de quelque chose, instructeur de quelque chose. Maintenant, le propre de notre approche, c'est justement de pas avoir extrait les choses qui sont enseignées par l'administration et de les avoir marketées ou d'avoir mis un coup de vernis commercial un petit peu dessus, mais c'est bien quelque chose qui a été développé from scratch, hein, vraiment depuis la base. Donc avant même de penser pouvoir se placer dans une position d'enseignement, que ce soit à titre de moniteur, d'instructeur ou peu importe le nom qu'on veuille lui donner, c'est nécessaire d'abord, je pense, d'avoir les standards, hein, simplement qu'on s'impose, d'avoir notre vision, d'avoir la méthodologie. Le fait aujourd'hui que ça n'ait jamais été un one-man show et que ça l'est encore moins aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on a une modification dans un cursus, dans un programme ou dans quoi que ce soit, c'est le fruit d'une réflexion qui est collective. Il n'y a rien d'arbitraire pour le coup sur ces aspects-là. Et tout le monde est d'accord en fait pour aller dans cette direction. On se rend compte que dans les doctrines, par exemple administratives, sans jeter la pierre ou sans cracher sur quoi que ce soit, mais très souvent, on peut se retrouver face à des moniteurs ou des instructeurs qui vous enseignent quelque chose en prévenant quasiment d'avance. Alors attention, ce que vous montrez, je sais très bien presque que ça ne marche pas. Maintenant, on est obligé de vous le montrer, etc. etc. Donc nous, notre système de tir justement là, opérationnel, l'idée c'est que tous les gens qui le dispensent ou qui le portent soient d'accord, soient en accord déjà avec tous les principes et surtout puissent le porter au niveau de représentation que ça mérite, je pense. Et il y a eu beaucoup de tuilage aussi, hein, avec ce qu'on peut appeler les side trainers ou les aide moniteurs. Ça, c'est des trucs qui vont parler à certains. Pour s'imprégner un petit peu de la sémantique, s'imprégner de la programmation, de la structuration, de la construction de tout ça. Avant l'ambiance, du rythme, de ce que ça représente. Ça fait rêver tout le monde d'être
de voir un petit peu, malgré tout ce qu'on peut rendre, ce qu'on peut donner comme rendu sur les stages, sur les formations, sur les modules, peu importe comment on peut les appeler. Mais le fait est que c'est un rythme qui est hyper intense et en fait, pour les aides militaires, ça leur permet de se rendre compte du rythme que ça impose et ça peut aussi se faire dire à des gens que c'est pas pour eux. Et... Aussi, ouais, clairement. Il y a la phase visible de l'iceberg et il y a forcément loin des réseaux sociaux, loin des... tout ce qu'il va y avoir en dessous. Et on a de manière assez récurrente des gens qui ont ces postes de moniteur ou d'instructeur dans l'institution, quel que soit le corps d'appartenance, et qui se mettent en position de stagiaire, chose très honorable et qu'on ça sera aussi à faire. Mais c'est là où on se rend compte un peu de la dissonance qu'il peut y avoir entre le niveau qui peut être atteint ou les choses qui sont demandées dans les corps et puis ce qu'on prône aujourd'hui. Quand est-ce que, donc c'est en anglais, je vais traduire directement, quand est-ce que vous venez au Brésil? Alors il n'y a rien de prévu pour l'instant, mais potentiellement en 2024, on verra si on a l'opportunité de le faire. Et je salue Python35. On va se reconnaître. Comment s'est passé votre départ de l'institution? Alors pour ma part, très bien. Je suis sorti le 4 septembre dernier. Après 10 ans dans l'institution, ça s'est très bien passé. L'armée, reconversion standard, fin de contrat, reconversion, c'est très bien passé. Ils ont accepté ma reconversion dans l'entreprise Chimera et j'ai rien à dire. Bon, chanceux. Ouais. Moi, ça s'est moins bien passé. Alors, moi, c'était pas une fin de contrat. Suite à une perte d'aptitude médicale sur un truc qui m'intéressait pour le futur, j'ai fait le choix de basculer sur une création reprise d'entreprise, donc un CCRE pour ceux qui vont reconnaître cette chose-là. Donc concrètement, c'est un truc qui vous permet de couper n'importe quel contrat en cours de route pour tenter l'aventure dans le privé. Alors simplement, c'est pas aussi facile que ça. Il faut monter un dossier. Ce dossier, il passe en commission de déontologie, il passe en commission au niveau du ministère des Armées, et c'est donc la ministre des Armées, Florence Parly à l'époque, qui donne son autorisation pour lancer l'activité ou pour reprendre une activité qui est présentée. C'est dans ce cadre-là que j'ai lancé à l'époque solo Chimera. Et c'est un sujet, aujourd'hui l'enseignement ou la formation ou le perfectionnement au tir ou dans toutes les compétences professionnelles, c'est un sujet qui est extrêmement sensible parce que lorsqu'on fait quelque chose depuis 5, 10, 15, 20, 50 ans, comme le tir ou bien plus longtemps que ça, on estime que si on le fait depuis longtemps, on le fait forcément bien. Donc déjà, il y a une couche de glace un petit peu à briser pour faire comprendre aux administrations l'intérêt qu'ils ont à collaborer aujourd'hui avec le privé. Les partenariats publics-privés, c'est des choses qui sont en place déjà depuis très longtemps, mais dans des domaines qui nous titillent pas, comme le tir, mais que ce soit les télécoms par exemple, ou que ce soit la logistique pour les OPEX. Et aujourd'hui, quand il y a un problème de réseau dans un régiment, dans une unité, c'est pas le trans d'un groupe ou d'un SIC qui va venir s'occuper du Wi-Fi, de l'imprimante ou du réseau. C'est bien une entreprise externe qui le fait. Pour la conduite, par exemple, c'est exactement la même chose. Les conduites rapides, les conduites tout-terrain. Les drones, par exemple, avec l'arrivée des drones de manière vachement disruptive dans l'environnement combat, dans l'environnement professionnel. On a été forcé de constater qu'on n'avait pas l'opportunité de prendre 10 ans pour tester, se tromper, expérimenter avant de trouver une doctrine ou une méthodologie qui fonctionnait. Et donc on a été voir les gens qui faisaient ça depuis très longtemps et surtout qui étaient les meilleurs pour pouvoir venir se faire former avec les télépilotes drones, etc. à l'époque. Je sais qu'il y a eu beaucoup de perceptions sur le fait que j'ai pu, à titre perso, essayer de monétiser ou de faire commerce des choses qui m'avaient été enseignées au sein de l'administration. Et ça va peut-être me faire passer pour quelqu'un d'un peu prétentieux. Mais ce feu un petit peu vital que j'ai dans l'expérimentation, dans le développement, etc., c'est un truc que j'avais déjà quand j'étais opérateur. Et il m'est survenu du fait que je suis arrivé à ce que les enseignements théoriques avaient à proposer. Je fais bien l'association entre l'expérience et la compétence. L'expérience, chaque année que vous allez passer, chaque mission que vous allez faire, vous allez acquérir de l'expérience, ça c'est absolument certain. Et ça c'est quelque chose qui est quasiment illimité. Tant qu'on a un souffle de vie, on est capable d'emmagasiner, d'accumuler de l'expérience. Maintenant, dans les enseignements théoriques, donc ce que les cursus de stage vous amènent à obtenir comme niveau ou comme compétence, à titre perso, je trouvais j'étais arrivé au bout de ce qui était possible de faire. Alors,
c'est un peu la chance des unités spéciales ou spécialisées, c'est d'avoir les ouvertures pour aller à gauche, à droite dans des domaines comme le franchissement, comme la conduite, etc., pour chercher les choses qui nous intéressent. Et dans le domaine du tir et de la tactique en général, c'est quelque chose qui a toujours été extrêmement fermé, puisque on le fait depuis X dizaines d'années, on le fait forcément bien, etc. Donc, j'ai divagué un petit peu, mais à titre perso, il y a beaucoup eu ce sentiment d'appropriation des choses qui m'avaient été enseignées et du commerce d'en faire à l'extérieur. Sauf que depuis le premier jour où je suis sorti, j'ai toujours invité qui que ce soit de l'administration en fait, et puis certains l'ont fait, à venir assister à certains de nos cours ou de nos modules, et je mets n'importe qui au défi de trouver 1 ou 2 minutes de mes propos qui seront extraits d'une quelconque mallette pédagogique, d'une quelconque méthode, d'un quelconque enseignement administratif. Le but, c'était pas d'essayer de survivre, entre guillemets, avec les choses qui avaient été accumulées pendant cette dizaine d'années, mais bien de se dire, je sais ce qui est en place, je sais ce dont les mecs ont besoin, et donc on est capable d'avoir un ratio qui est optimisé entre le temps qu'on va passer avec eux sur le stand et la compétence qu'ils vont en sortir. Donc, pas quelque chose qui est extrêmement positif. Maintenant, comment dire, on n'est pas une start-up qui essaye de faire une levée de fonds avec un projet très théorique sur une application, sur quoi que ce soit. On commence à avoir un petit peu de... On est au balbutiement vraiment de ce qu'on veut faire, mais on a quand même un petit peu de dents passées derrière nous. On a quelques milliers de stagiaires qui nous sont passés dans les mains. Aujourd'hui, on justifie d'une bonne liasse de bons de commande administrative et non pas pour des choses déguisées avec des bombes de peinture qui sont... avec des commandes de bombes de peinture qui sont déguisées en stage. Donc c'est bien des demandes pour des perfectionnements en tir, des perfectionnements en milieu clos, etc. Et apparemment, si on fait appel à nous de manière récurrente, c'est qu'on est en mesure de proposer quelque chose qui est intéressant. Donc comme n'importe quel changement, c'est quelque chose qui se fait toujours dans la douleur, qui gratte toujours un petit peu. Ça a toujours été un petit peu le cas, comme Philippe Perotti à son époque, etc. Maintenant, à un moment, il y a le bon sens, entre guillemets, reprend le lead. Et quand on met des chiffres, des pourcentages d'amélioration, quand on est capable d'extraire des métriques sur la gestion du stress, sur la gestion de charge, sur les aspects cognitifs, etc., à partir du moment où vous avez ces chiffres-là, qui sont extraits, analysés par des universités, par des gens dont c'est le métier, pas juste par des porte-flingues, il n'y a que la mauvaise foi humaine ici qui permet de dire que c'est pas intéressant, quoi. C'est pas intéressant. Mais on est forcément à un point de pivot, je pense, dans ce milieu-là, sur les partenariats entre le public et le privé. Le privé a cet aspect extrêmement concurrentiel qui fait que si on veut survivre, il faut être bon, voire meilleur que les autres. Parce que quand j'achète un produit, parce que ça reste ça à la base, quand j'achète un produit, s'il est merdique, je reviens pas et normalement ça vient couler peu de temps après. L'administration, elle a ce truc-là où même si je suis pas forcément bon, voire même complètement une truite, je peux faire l'anguille pendant 10, 15 ou 20 ans et il n'y a pas nécessairement de tri qui se fait. Donc le but n'est pas de se mettre en remplacement, mais plutôt de se mettre en soutien pour faire gagner du temps. Et ça, c'est des trucs qu'on dit souvent dans les cours. Mais se tromper, c'est d'abord se tromper, pardon. Et il y a très peu d'administrations qui vont allouer des moyens, des ressources, des crédits à une cellule, à un groupe de mecs pour pouvoir venir passer leur temps à faire des tests. Ce qui peut paraître extrêmement ridicule parfois, mais parfois il faut se tromper 9 fois pour trouver que la 10e c'est la bonne, et parfois c'est 99 fois ou 999 fois. Et ce qu'on demande à des gens dans l'administration, c'est d'être rentable au sens le temps passé au boulot doit produire un résultat. Là où le partenariat a beaucoup plus cette largeur de recherche et de développement qui nous permet d'apporter des solutions qui sont dites clés en main. Moi, j'apparente ça vachement à un livre de cuisine. Si j'essaye de faire un bœuf bourguignon alors que j'en ai jamais fait de ma vie, je vais être obligé de cramer un sacré paquet de casseroles et de pourrir une quantité astronomique de nourriture pour avoir quelque chose qui soit comestible. Si j'ai directement la recette, je sais que c'est 200 grammes de ça, 100 grammes de ça, les temps de cuisson et compagnie, et j'arrive directement au résultat qui est suggéré, quoi. Vous le percevez, comment ça s'est arrivé un petit peu cette sortie De toute façon, oui, on va avoir forcément ce test un petit peu critiquable de ce qu'on peut produire, déjà dans le sens où malgré tout maintenant, en fait, on se rend compte que on a plus trop de barrières de moyens en civil, ce qui peut forcément un petit peu jalouser d'une part, et soi-disant justifier notre performance, mais oui et non, parce qu'en fait la performance nous démontre qu'on peut l'atteindre avec les quotas quantité-qualité qu'on peut optimiser, on peut optimiser au maximum. Donc encore une fois, oui, il y a cet aspect un petit peu critiquable, peut-être qui fait un petit peu
à de la jalousie. Mais dans tous les cas, nous, ce qu'on fait, voilà, c'est quelque chose qui vient purement de nous, que ce soit de ton cerveau, que ce soit du mien, que ce soit de chaque personne dans l'entreprise, actuellement dans la structure. Et je pense qu'on est sur un point de pivot, dans le sens où les nouvelles générations poussent à aller dans ce sens-là, à se former de manière plus professionnelle et de justement pousser un petit peu vers la sortie des gens qui ont tendance à utiliser l'adage de l'ancienneté et tu vois, et un petit peu La compétence par l'ancienneté. voilà, peut-être par l'ancienneté. Puis je rebondis sur ce que tu dis, mais je pense que si on fait ne serait-ce qu'un flashback sur les 5 dernières années, si on regarde le niveau par exemple purement du tir en France il y a 5 ans, on n'était absolument pas sur les standards qu'on a actuellement. Ça a décalé de fou. Et ça, pas forcément que par le biais de Chimère. Ah non, pas du tout, mais c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, la communication qui s'est ouverte outre-Atlantique, Les vidéos, les vidéos, etc. Enfin, il y a plein de choses. Mais ne serait-ce qu'il y a 5 ans, avec l'arrivée, c'est à partir de 2017, je dirais, où il y a eu une espèce de point de bascule avec T-Rex Arms, etc. Mais ne serait-ce qu'à partir de ce moment-là, il y a eu il y a eu un gros pump, ouais. il y a eu un pump énorme. Forcément, Après, il y a un aspect, nous, qu'on palpe pas nécessairement à notre niveau, là, opérationnel, au contact des gars, au niveau tactique, qui est l'organisation un petit peu des méthodes et des référentiels. C'est la partie gestion des ressources humaines. C'est pas un secret qu'actuellement, dans toutes les entités, il y a un problème et de fidélisation et de recrutement. Et le fait d'avoir l'impression que le privé puisse faire miroiter avec les trucs de contracteurs qu'on entend d'un côté, avec les trucs de formateurs privés qu'on entend de l'autre, d'un point de vue décisionnaire, d'un point de vue commandement, c'est certain que c'est un truc qui peut nécessairement titiller. Mais très souvent, ça on l'a vu un petit peu dans certaines des unités où avec certaines boutiques, il y a zéro communication, avec d'autres c'est uniquement maîtrisé, avec d'autres la communication nous est quasiment demandée, parce que le fait de faire appel à des structures privées comme la nôtre pour venir soutenir un petit peu la mise au niveau des opérateurs ou des soldats là, dans leur montée en compétences, et aussi un facteur de recrutement, un facteur de fidélisation, en se disant ok, on reste pas dans notre vase clos, dans notre cycle classique, et on n'hésite pas à s'ouvrir un peu vers l'extérieur pour voir ce que ça donne, pour se comparer, pour voir ce qu'on est capable de rafraîchir. Bien que ça ait pu se faire parfois où on arrive et on contractualise la refonte d'un référentiel complet, donc nous on va se coller à l'écriture de la centaine de pages que ça va nécessiter pour le tir, pour le CQB, pour le médic, etc. Dans beaucoup de boutiques, on arrive aussi avec cette humilité qui est de se dire prenez ce temps qui est le vôtre sur cette journée, sur ces 2 jours, sur cette semaine ou plus, et tester en fait, et tester. Une fois sorti des cursus initiaux, on a très très peu d'opportunités de s'octroyer égoïstement ce temps-là de perfectionnement, de test et d'expérimentation. Quand on a ces gens-là pendant ces périodes de temps bloquées, libre à eux de venir expérimenter. Et quand on parle de méthode éprouvée, d'un système éprouvé qui est le nôtre, on ne demande pas de le faire parce qu'un tel a fait ci ou un tel a fait ça, ou il a fait tel démo, etc. À la fin, c'est pas nous qui tenons l'arme des mecs, c'est pas nous qui allons presser la détente à leur place, c'est pas nous qui allons prendre la visée. Sauf que si une personne porte une arme dans le cadre de son emploi qui est les missions d'ordre public ou les missions de combat depuis 5, 10, 15 ans, avec un certain niveau, et qu'au bout de 3 jours ou 2 jours, il a augmenté de 30, 40, 50% de manière stable son niveau, il y a un moment, on retombe sur ce que je disais un petit peu précédemment, où les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Et il n'y a que la mauvaise foi humaine qui te permet de dire non, mais moi je préfère faire comme ça. Bon écoute, si tu préfères disperser 2 fois plus et avoir besoin de 2 fois plus de temps, ça t'appartient. Le jour où tu auras malheureusement à faire usage de ton arme, ça sera toi face à toi-même, quoi. Mais c'est certain que c'est un sujet qui crée un petit peu de vagues, et je pense qu'on n'a pas fini d'être éclaboussé pour parler de manière modérée. Quelle paire de gants pour un usage pénitentiaire ou maintien de l'ordre? Alors Mog, la Master of Gloves, dispose d'une gamme qui est assez conséquente. Je vais être très honnête, je connais pas du tout l'ensemble des caractéristiques de la dizaine de modèles qui est proposé. N'hésitez pas à contacter Chimera Gear ou le service commercial de chez Chimera, et en fonction de ce que vous recherchez, de l'anti-coupure, anti-piqûre, des coques, etc., on sera à même de vous orienter sur ce qui vous correspond le mieux. Signification de mes tatouages. Le seul truc qui va parler à tout le monde, c'est le Saint-Michel. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Le reste, ça me regarde.
Ensuite, c'est quoi qui vous a donné envie de créer la société Chimera et où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Sur Mars. Le partenariat avec SpaceX. SpaceX. Qu'est-ce qui a donné envie de créer la société Chimera? Alors, plus que la société dans sa forme actuelle, dans la structure qu'elle a, dans les erreurs qu'on peut faire au fur et à mesure de notre parcours, etc. Quand j'ai eu cette inaptitude et ce choix qui était de rester, enfin de devenir maintenant sédentaire strict avec la perte de mes aptitudes TAP ou le fait de pouvoir choisir une autre voie, je me suis dit concrètement de quoi j'avais le plus besoin quand j'étais opérateur. Et moi, j'avais besoin de choses qui soient clés en main, que ce soit dans les cinématiques, c'est un truc qui est tout con, mais la logistique pour les entraînements, la cinématique pour les missions, que ce soit les transmissions, que ce soit les dossiers d'objectifs, enfin bref, peu importe. Je pense que l'opérateur, il est toujours à la recherche du clé en main. De ne pas avoir besoin de bricoler, pas avoir besoin de faire sa cuisine sur l'ensemble des choses sur lesquelles il a besoin d'être en maîtrise. Et donc dans le domaine cœur de métier qui est le tir, qui est la tactique au sens large avec le véhicule, le milieu ouvert avec le milieu clos, etc. L'idée initiale était de réfléchir à sous quelle forme on est capable d'apporter une solution qui est le meilleur ratio entre le temps qu'on passe avec les unités et le retour qu'ils vont en tirer. Ça a été vraiment à la sortie. Si je remonte un petit peu la genèse, si je remonte un petit peu avant cette sortie du service actif, j'ai toujours été extrêmement ouvert sur l'extérieur avec cette humilité de se dire c'est pas parce que tu es déguisé en multicam et que tu passes un peu de temps à l'extérieur pour tes missions que tu es un sachant absolu avec parole divine, etc. etc. Et il n'y a qu'à faire un tour sur les réseaux, on en parlait justement sur Instagram, YouTube, etc. déjà il y a une dizaine d'années, pour se rendre compte qu'il y a des mecs qui n'avaient jamais porté de multicam, etc. On leur demande pas forcément d'être des combattants, mais dans la maîtrise de l'outil qui est la compétence en tir, et était à des galaxies de ce qu'on pouvait faire. Et donc moi j'ai beaucoup cherché à l'extérieur, j'ai lu, j'ai été aussi tiré en privé en tant que monsieur n'importe qui, dans des cours n'importe qui, etc. Et en se disant putain mais on doit tirer 4 fois plus ou 5 fois plus que ce mec-là à l'année, et pour autant on a un niveau qui est nettement moins bon et surtout moins stable et moins robuste. Qu'est-ce qui fait la différence quoi, concrètement? Où est-ce qu'il est le tour de magie? Le tour de magie il n'y en a pas. Quand on réfléchit à la manière dont on utilise les ressources, on obtient un meilleur ratio. Et donc c'est dans cette idée-là que j'ai créé Chimera à la base, avec une partie commerciale pour le développement de produits pour répondre à des problématiques qui avaient pu être soulevées en tant qu'opérateur, et une partie conseil qui est le perfectionnement sur ce spectre pro. À la base, c'était justement le cœur de ce qu'on faisait, c'était vraiment le tir, le milieu clos. Et dans le développement de produits, plus que de la distribution large comme on peut le faire aujourd'hui, par exemple, c'était le développement du GLOM, le Grenade Launcher Optic Mount. La problématique, c'était l'utilisation du lanceur de 40 mm de nuit. Il y avait un système de SNS Précision là, qui existait, mais c'était soumis à autorisation d'import, etc. Ça valait extrêmement cher. Donc j'ai dessiné ce truc-là en assisté ordinateur. On a fait ça en usine à lu. Et ça permet d'avoir une optique sur un lanceur de 40 mm. Et donc de pouvoir utiliser son lanceur en visée passive. C'est d'autant plus actuel avec ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre d'émissions. Donc sous JVN, sans émission, aucune de lumière sur le spectre visible ou invisible. Je suis capable de mettre une grenade dans une fenêtre pour faire une diversion, dans une porte pour éviter de m'exposer, dans un fond de couloir sur des points durs ou ce genre de choses. Et donc on a décliné un petit peu toute la gamme dans ce sens-là. Comme la Valkyrie, avant ça, etc. La Valkyrie, j'avais testé plusieurs angles à titre perso. Il y avait toujours un truc qui me tracassait, donc j'étais toujours en train de couper, recoudre, bricoler. Et donc j'ai développé ce truc-là, j'étais encore d'active. Et les premières Valkyries, c'est moi-même qui les cousais avec la machine Singer de ma mère, qui était la seule assez puissante pour percer le corps du rat et la mousse au départ. Elle les mettre dans les petits sachets, etc. Et c'est ça pour pas mal d'autres produits. Ma mère et la machine à coudre, les deux. Alors, moi j'ai parlé de qu'est-ce qui m'a donné envie de créer la société Chimera. Maintenant, où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Quel continent pourrait héberger un pays comme nous? Où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Ouais. Franchement, Où est-ce qu'on se voit? Donc tu avais dit avec un vrai training center. Un vrai training center.
une présence mondiale, donc la capacité de pouvoir répondre à n'importe quelle offre avec des pays forcément en accord avec le gouvernement français, mais pouvoir soutenir un petit peu les professionnels partout dans le monde qui en ont besoin. Ça pour moi ça me paraît une grosse plus-value. Actuellement on échange beaucoup avec les États-Unis et je pense qu'on a des vraies opportunités qui se présentent là-bas. Après, le Brésil, pourquoi pas on va couper. Pourquoi pas le Brésil. Le Brésil, on a une forte population brésilienne sur les réseaux sociaux qui montre un intérêt certain pour ce qu'on produit et ça fait chaud au cœur, donc merci. Et après, je pense qu'il y a encore de belles opportunités qui s'offrent à nous, donc une plus grosse présence, une plus grosse structure, que nous, on continue de se remettre en question, qu'on continue d'aller à l'étranger, voir les gens qui performent également en France, qui performent et qui permettent à nous de continuer de mettre à l'épreuve nos méthodes et dans ce sens-là, pour continuer de soutenir les professionnels de la manière qu'on le fait aujourd'hui, mais de manière un peu plus qualitative, mais fois plus. Voilà, merci. Ouais, l'essentiel, c'est le mouvement. Hein. On a dit, de toute façon, il n'y a pas de... Oh, tu l'as travaillé celle-là. Là, ça faisait 2 minutes, j'étais... Qu'est-ce que je vais dire? Non, ouais, le mouvement, de toute façon, on l'a dit, ça tombe bien parce qu'on vient de passer la nouvelle année. Et du coup, je pense que c'est ce qui a le plus résonné dans l'équipe, c'est de faire mieux que l'année dernière. Du coup, dans 10 ans, il faut espérer un gap énorme. On a encore tellement à faire. Ah oui, c'est clair et net. Cette année, hein, Les journées sont bien trop courtes. c'est fou. Et les semaines aussi. Ah mais ouais. Un centre professionnel de la performance. Ouais. Et des solutions qui soient toujours les plus pointues. Je pense que la dynamique qui est poursuivie, même avec le Chimera Lab, etc., c'est vraiment d'optimiser les ratios. Et si on avait vraiment des protocoles, si on avait des choses qui permettent de savoir, enfin de définir qu'il faut 30 minutes de ça, 45 minutes de ça, 20 minutes de ça, prenant en compte toutes les problématiques de ressources qui sont celles de l'administration et qui malheureusement ont tendance à se durcir un petit peu. Le temps de disponibilité des pas de tir, les munitions allouées, etc. etc. Si on est capable, de manière prouvée, scientifiquement, etc., d'appuyer des protocoles qui sont clés en main et qu'on est capable de dispenser de la manière la plus large possible, je pense que ça serait une bonne avancée. Et je pense aussi qu'on est dans un renforcement des liens de la transversalité publique-privée, en disant la perception qu'il pouvait y avoir sur le privé qui est le grand méchant loup, etc. À force est de constater que le privé c'est beaucoup plus réactif, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus incisif que l'administration. Et on le fait dans beaucoup d'autres domaines. Il y a tout intérêt à venir épaissir un petit peu ces partenariats et cette transversalité, je pense. Ensuite, avez-vous des conseils de drill à sec? On vient tous les jours. Ouais. Être hyper rigoureux dans tous les cas, même si c'est pas forcément être. Enfin, je sais que nous, par exemple, on a un protocole actuellement qui est en test et qui est déjà diffusé pour quelques personnes, mais au-delà de se fixer quelque chose d'hyper strict, je dirais qu'au plus tu manipules une réplique, une arme, un CIRT, donc un laser gun, un laser ammo, ce que tu veux, au plus tu manipules un petit peu tous les jours. Ouais. Comme on a longtemps parlé, rien que le fait de le manipuler, forcément tu gagnes en aisance. Par contre, toujours s'imposer la même rigueur sur les règles de sécurité, peu importe l'objet que vous avez entre les mains, que ce soit une réplique, que ce soit Un CIRT, un blowgun, même. un gun, toujours s'imposer les 4 règles de sécurité et vous pourrez jamais le manipuler. Il n'y aura pas de problème, ouais. Ouais. Ça, c'est un vrai... je pense que c'est... bon, on l'a tous vu dans la grosse armée ou même dans l'administration, qu'on voit le temps passé avec une arme et le temps qu'on la manipule, en fait, c'est infime. Le ratio. Où, le ratio, il est... Ouais. Est-ce que dans ma journée ou des fois pour ceux qui sont sur Sentinelle, etc. Alors je sais que c'est compliqué parce qu'il y a les armureries, il y a tout ce qui va avec en termes de sécurité. Mais voilà, c'est du drill à sec, ne serait-ce que 10 minutes, prise de visée. Tout ce qui Qui gravite autour de ça. gravite autour de ça. Mais en fait, c'est la fréquence de répétition qui va créer le changement. Ouais, la constance, d'habitude. Et au début, tu m'en avais parlé il y a quelques années, le fait, tu m'avais dit juste, tu vois, d'avoir son arme à disposition et de faire des dégainés et tout, et juste en fait le fait de l'avoir et de
et de la manipuler en fait. Ben, c'est quelque chose qui se ressent si quelqu'un manipule son arme 10 minutes par jour, mais de manière tu vois, hyper intensive. C'est-à-dire que je fais genre, tu vois, 2-3 minutes de dégainer, 2-3 minutes de prise de visée, et en fait, l'aisance, elle est perceptible. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, tu mets quelqu'un qui a une arme avec toi tous les jours, mais qui la prend du râtelier, qui la met dans son étui, ou qui la prend à son râtelier, qui la met autour de son cou avec sa sangle et qui part en patrouille. Et en fait, avec quelqu'un qui vient faire 10 minutes de dry fire sur arme courte, arme longue, et l'aisance, tu la ressens, elle est 50 fois supérieure au bout de 2 semaines. Ouais. C'était Kimeraleb, il le disait. Un fonctionnaire de police, à partir du moment où il sort en patrouille, rien qu'avant de partir en patrouille, en fait, il devrait faire 5 minutes le matin, juste avant de mettre son arme, de drill à sec. Mil-Spec Mojo. En fait, Mil-Spec Mojo, il te montre que, genre, en fait, tu prends ton arme, tu la prends dans l'armoire forte, et ben voilà, 5 minutes, en fait, de prise de visée. Tu te mets en condition de partir, en fait. C'est pas être parano que de dire que ça peut arriver. En fait, à partir du moment où t'as une arme à la ceinture sur la voie publique, ça peut arriver. Ouais. Donc, juste le fait de venir faire 5 prises de visée, 5 dégainés, et tu pars comme ça, en fait, Faut pas. C'est là où c'est intéressant de relever la dissociation entre le volume et la constance. Oui. Parce que c'est un peu comme le sport où quand on découvre quelque chose, on se dit je vais m'y coller. Comme un régime trop strict finalement. C'est les contraintes qu'on va imposer au système. Si tu t'imposes 30 minutes par jour ou 4 fois par semaine, etc. Quand je dis c'est comme n'importe quelle diète, tu sais que ça va tenir une semaine, 10 jours, 15 jours et ça va voler en éclats. Par contre, les 5 minutes quotidiennes, c'est un truc qui, par effet cumulé, en fait, produisent une vraie différence. Moi, j'ai titre perso, j'ai eu un vrai décalage à partir du moment où j'ai eu une arme perso. C'est-à-dire qu'en tant que mili, on n'a pas l'arme à la maison, comme des gendarmes ou des policiers. Et le fait d'avoir des répliques ou le fait d'avoir des armes réelles détenues à titre personnel, le fait de pouvoir la manipuler comme tu le dis, de manière aussi régulière, là il y a un vrai décalage. Dans les ancrages, la somato-sensorielle, dans les référentiels, dans les présentations, dans tout, c'est... Moi je réponds dit, ouais, c'est sûr. Non mais en plus, on peut le voir, c'est tangible sur les... par exemple sur les stages essentiels dynamiques, on connaît, il y a certaines personnes qui sont récurrents sur ce type de formation, et ceux qui travaillent de manière constante, oui, il y a un gap entre deux formations, des fois c'est impressionnant. Faire une dédicace au squad de Drancy quand même. Ouais. Les mecs de Drancy, c'est chaud. On n'en dira pas plus, mais je rebondis sur le fait que, par exemple, dans mon ancienne unité, il y avait des mecs qui me croisaient et qui me disaient qui me croisaient en train de faire du dry fire, peu importe que ce soit dans un dojo, dans mon bureau, et qui me disaient ouais, mais toi t'es passionné. Eh, mais en fait, les gars, tu peux pas. Quand t'as une arme, quel que soit ton. J'ai oublié en Corée. Non, mais quand t'as une arme, quel que soit ta fonction, elle doit se poser la question, quoi. Ouais. Tu peux pas être trop professionnel, en fait. Si t'as une arme à la ceinture, que tu sois amené à opérer avec la légitime défense, que tu sois amené à opérer dans zone hostile, sur des théâtres extérieurs, quoi que ce soit. En fait, ne jamais critiquer quelqu'un qui s'entraîne, en fait. Mais le truc de la critique, moi je me suis rendu compte que c'est vachement l'image que ça renvoie sur le fait que les gens le fassent pas. Tu vois, quand les premières personnes qui s'équipaient avec des garrots, par exemple, surtout chez les forces de l'ordre, un flic ou un gendarme qui s'équipait avec un garrot, c'était un mytho, on n'est pas à Bagdad, on n'est pas à Kaboul, etc. Mais en fait... Même sans aller plus loin, rien que le mec qui avait une lampe sur son arme sur un fusil d'assaut en 2011. Commando, ouais. Mais si on parle de grandes villes en France, et sans parler de la dégradation de la situation sécuritaire actuelle, mais les coups de machette, les coups de couteau, les accidents de voie publique, etc. Il y a 10 000 situations qui exigent l'utilisation de matériel de secourisme tactique, et ça rentre exactement dans la même chose. Les gens qui vont critiquer cette chose-là, c'est un peu parce que ça les renvoie à leur médiocrité sur ces aspects-là. Moi, je me suis rendu compte, que ce soit sur la partie mili ou sur la partie vraie, que les gens les plus virulents dans la critique vis-à-vis de ce que tu entreprenais, etc., c'était les gens qui étaient susceptibles d'être le plus touchés en fait par ce à quoi ça les renvoyait. Bien sûr. Ah ouais, non, mais tu me vois driller tous les jours 5 minutes, ok, mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu as un PA à la main, mais le Glock qui tire en bas à gauche, je vais bouger ma hausse ou toutes les conneries que tu peux entendre. Donc faut savoir pourquoi vous le faites en fait, et déjà pour vous, et pour rentrer à la maison sans jouer le drama, c'est quand même une raison qui est
suffisante, je pense. Pas d'excuses, faut s'y mettre. Ouais, personne ne fera le boulot à votre place. Pourquoi une collaboration avec la Belgique? Alors, on a eu la chance de déjà y être présent en 2023, l'année dernière, et on est susceptible d'y retourner en 2024. Maintenant, on est toujours ouvert à toute proposition, donc n'hésitez pas à nous contacter. Comment imagines-tu Kimera dans 5 ans? Donc, on en a un petit peu parlé. Peux-tu nous expliquer ton parcours militaire rapidement? Fais le point. Je sais pas. Ah, le blanc. Allez, moi, je me suis engagé à 17 ans et demi. Donc le premier ne recrutait pas des civils donc à l'époque. Donc je me suis engagé au 8e RPIMA, où j'ai fait un petit passage éclair avant de présenter les tests pour Bayonne et donc d'y basculer pour le reste de ma carrière, ma petite carrière. Engagé à 17 ans et demi dans la réserve, 18 ans dans le plein temps, 2 ans de gendarmerie, un peloton d'intervention et 10 ans dans l'armée de l'air, dont 5 ans au CPA10. Voilà. Engagé en 2011 dans la Grande Armée, dans les troupes de marine. Et puis, très très bien. Engagez-vous dans les troupes de marine. Si vous regardez, c'est quoi tous les pubs qu'ils avaient pour l'Indochine à l'époque? Engagez-vous dans la coloniale. Si tu veux voir du pays. Ça, dans le couloir, pointez du doigt. Comment vous est venue l'idée du nom Kimera? Alors, Kimera, non pas avec cette écriture-ci, mais ça vient du grec antique, donc le chiméra qui voulait dire chimère. Dans la mythologie, la chimère, c'est un animal avec une tête de lion, des ailes de dragon, une tête de chèvre, etc. En fonction des descriptions qui en sont faites, c'est un animal mythologique, c'est une bête mythologique qui n'a jamais la même forme. Et ça incarnait un petit peu l'idée que je me faisais comment dire, Kimera, c'est pas une personne, donc il n'y a pas une représentation physique de ce que c'est plutôt une idée. Et en fonction de ce que les gens y trouvent, ils vont décrire ça d'une manière un petit peu différente. Ça, c'est une partie de la chose. Et ensuite, que ce soit au 8 ou que ce soit au premier, l'insigne est la chimère avec la queue qui pointe en haut ou la queue qui pointe en bas. Donc c'était un petit clin d'œil rigolo, d'autant plus. Donc Kimera, ça vient de la chimère mythologique. Des conseils pour se préparer physiquement et mentalement au stage moniteur commando. Donc, des conseils on va prendre ça de manière un peu plus générique. Des conseils de préparation physique et mentale pour les stages d'aguerrissement. Stage d'aguerrissement, moi j'ai principalement tout misé sur. Ça va faire cliché, mais sur le poids de corps. Tu vois, hein, si ça répond à la question, mais tout ce qui est poids de corps, sapier de fou, gainage, c'est énormément demandé. Ce qui était vraiment poids de corps, moi à l'époque, je faisais le cross-ups, tu vois. Donc, Les circuits, ouais. je faisais des circuits, tu vois, je faisais un Cindy par jour. Training, très bien. Hein. Circuit training, ça vient dans l'axe en très peu de temps. C'est très bien. Ça sert à rien d'être en prise de masse, d'être énorme et sec. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Non, là, vous allez être dans le dur dans tous les cas. Vous allez perdre des kilos si vous en avez en trop. Ouais, je dirais poids de corps, course à pied et surtout bien se reposer avant quand même. Ouais, il faut surtout bien manger avant, je pense. Bien manger avant, bien se reposer. Je crois que en 10 jours, je faisais rien. Je crois. Ouais, je pense que c'est vraiment blinder l'alimentation avant. Enfin, quelque chose de sain, hein. C'est pas taper des McDo 5 jours sur 7, mais une alimentation bien stricte. Après, je pense que si on peut en faire avant, enfin des manips de cordes, manips de nœuds, des choses, ouais, pour l'aisance, ça sera des choses qu'il y aura à moins en faire durant le stage. Et du coup, vous pourrez certainement profiter, soit pour vous reposer mentalement ou physiquement. Mais ouais, si on peut prendre de l'avance sur le stage, je pense que c'est une bonne chose. C'est mieux que du retard. Très clairement. Et après, ouais, dernier truc sur l'aguerrissement, il y aura le côté hors physiologique, où là, ça sera purement mental, où ça, malheureusement, ça travaille. Je sais pas si réellement on peut le travailler. Je pense que c'est un peu la manière dont on aborde la chose. Bon, le mental, tu le bosses quand même d'une certaine manière avec les choix que tu fais au quotidien, quoi. Exactement. Tu choisis toujours la voie un petit peu la plus difficile ou Est-ce que je me force à me lever le matin pour faire sport? Enfin, c'est des choses-là qu'on trouve. C'est un petit peu ta rigueur du quotidien qui va t'additionner ton stage quoi qu'il arrive en fait. C'est-à-dire que si d'habitude dans ta vie tu te dis pas c'est un petit peu comme on a la mentalité actuellement de se dire on a un combat par jour, tu vois.
C'est-à-dire que tu te lèves à 6h du mat, tu vas à la salle. Bah là, forcément, déjà, tu viens de gagner un combat. En fait, oui, c'est sûr que je préférerais rester dans ton lit 1 heure de plus et faire ton petit déj au chaud, tu vois. Mais en fait, le fait de se lever, de gagner un combat, si déjà dans ton quotidien, tu y arrives, bah en fait, sur ton stage, c'est vrai. Conseil, lisez le livre de David Goggins, voilà, qui a été traduit en français, c'est très bien. Placement en produit, sponsorisé. Moi, je pense que là, il parle du stage moniteur commando, mais comme n'importe quelle filière un peu spécialisée, je pense qu'on peut mettre ça de manière générique dans le même sac. Je pense que c'est important de savoir son pourquoi personnel, le pourquoi on fait les choses, et d'avoir un pourquoi qui soit intrinsèque, pas comment dire, qui nous appartient vraiment. C'est-à-dire que le fait de faire tel stage, telle filière, tel cursus pour prouver quelque chose à mon père, pour prouver quelque chose à quelqu'un, pour la gloire, pour la renommée que ça peut donner, pour toutes ces choses-là, je pense que c'est pas des bonnes raisons. Je pense que pourquoi on fait les choses, il faut qu'ils soient intrinsèques et qu'ils soient bien identifiés, bien structurés. Ensuite, je pense qu'il faut aborder les choses sans regret. Ça évite les petites bulles de faiblesse dans son mental. C'est-à-dire que pas de regret, c'est sur la préparation, sur mon repos, sur mon conditionnement. Si je sais que dans les 3 semaines ou dans le mois précédent, je me suis esquivé 2 fois sur 3 quand j'avais une séance de course à pied ou une séance de quoi que ce soit, c'est certain que j'ai abordé ça avec des bulles un petit peu dans le mental qui vont faire le popcorn dès que ça va devenir un petit peu difficile. Donc d'être certain d'aborder les choses en se disant j'ai fait 100% de ce qui m'était possible de faire. J'ai pas fait 110 ou 120% de manière à se blesser ou à prendre des risques inutiles, mais j'ai fait 100% de ce qui m'était donné de faire. Et quoi qu'il advienne, en fait, j'aurais fait mon possible. Et puis ensuite d'aborder les choses avec une certaine sérénité psychologique, donc d'attaquer n'importe quelle filière ou n'importe quel cursus sans avoir des amendes à payer, sans avoir des divorces en cours, sans avoir des problèmes judiciaires, sans avoir une bagnole qui est abandonnée dans un fossé, enfin tous les trucs qui font que il y a l'encadrement qui va venir vous chercher en fait un jour pour vous dire tiens, on a eu la gendarmerie d'un tel de tel truc qui nous a contacté pour ci ou pour ça. D'être certain qu'on est complètement clean sur le plan perso et pro avant d'attaquer. Donc c'est un peu un triptyque qui est pas compliqué et puis qui en même temps est assez pertinent. Ouais. Alors, question suivante, mon Dieu. Avez-vous des livres à conseiller qui vous ont aidé à vous instruire ou à vous construire? Moi, il y avait un livre que j'ai beaucoup aimé, mais ça, c'était une bande dessinée. Aussi, les Dragon Ball, les 42 tomes, c'est très bien. Oh, la tristesse. Non, j'avais bien les livres d'Austin Salomon. Je pense que c'est nous, dans le domaine, je pense qu'on peut pas passer à travers. Et je pense que toutes les personnes qui sont intéressées au tir, c'est forcément... on doit forcément passer par cette case-là. Et ça permet de gagner énormément de temps. Et ça permet d'éclaircir énormément de points, je pense. Moi, pour ma part, ça sera 1984 de George Orwell qui m'a beaucoup aidé durant toute mon adolescence et même que j'ai relu dans ma vie d'adulte et qui m'a beaucoup appris sur la lutte, sur le fait d'être résigné, le fait de percevoir l'autorité, le fait de la combattre, de l'accepter. 1984, c'est très bien. Et plus récemment, Jocko Willink, responsabilité absolue, ça fait cliché, mais sauf qu'en fait, c'est Bernard. Ça permet d'ouvrir les yeux sur le fait de qu'est-ce que vous mettez en place et ce que ça peut induire. Donc le fait de, quand il y a quelque chose qui se passe mal, de pas juste dire que c'est la faute de un tel, c'est qu'est-ce que j'ai pu mettre en place pour qu'on en arrive là. Est-ce que j'aurais pas pu l'aider? Est-ce que j'aurais pas pu le soutenir? Est-ce que j'aurais pas pu lui dire de faire autrement? Est-ce que j'aurais pas pu intervenir plus tôt? Donc assumer une part de responsabilité, non pas dans tout, mais au moins quand on en a une. Voilà. Ouais, et puis je veux dire, le livre de Jocko Willink, il est transférable, que ce soit dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Pour moi, c'est vraiment un livre c'est très très solide. Puis le fait de se dire juste des fois, genre, ok, c'est de ma faute, je suis responsable, tu dors mieux, t'as pas parlé chinois, tu gagnes en crédibilité. Donc sur le coup, il y a peut-être des gens qui vont te reprocher d'avoir mal fait et d'avoir assumé, mais c'est qu'en fait, derrière, tu gagnes une confiance, tu gagnes un truc de quand tu dis, les gars, je suis désolé, j'ai merdé,
Mais en fait, les autres ils se disent, bah en fait, lui, quand il merde, il le dit. Alors, de toute façon, qui n'a jamais merdé? Non, mais en fait, on merde tous. Ceux qui font rien. Ouais, exactement. Ah ouais, bon, on peut critiquer pendant des jours et des jours tout ce que fait tout le monde et ne rien faire. C'est ça, ça marche super bien. Ah, d'ailleurs, il y a une corrélation directe, je pense, entre la virulence un petit peu des critiques et puis ton niveau d'accomplissement dans ce que tu fais. Acté. C'est ça. Il y a des choses. Et moi, je rebondis sur Ross, en tout cas sur ses propos. Reporter à ton intégrité physique. Alors, de Sin Salomon, toute la bibliographie, Building Shooters, Neuro, Eating in Combat et les autres, qui lui permettent de vraiment gagner du temps sur la compréhension un petit peu cognitive de l'apprentissage du cerveau en état de stress et qui permet de mettre un petit peu un pied à l'étrier sur le développement et la conception des programmes qui sont dits neuromimétiques, donc qui vont dans le sens de fonctionnement du cerveau plutôt que contre celui-ci. Quelles chaussures choisir pour marcher dans la verte? Ça les va. Alors, on s'est pas concerté là. C'est clair. Et on a 3 paires de Saléwo au pied. Voilà. Voilà. Wildfire. À choisir Wildfire basse. Wildfire basse pour. Je sais pas si vous faites plus. Pour la vibe uniquement et pour Instagram. Et sinon les autres. GTX. T'es pas déçu? Très bien. Non, mais la gamme est assez large et que ce soit des basses en mèche ou que ce soit des plus hautes avec une coque et du Gore-Tex assez satisfait. L'idée d'entreprise, j'ai répondu. L'interview pour Vétérans de France. Le visage encore. Recrutement pour un poste de formateur scène, on a répondu à ça. Et il semble qu'on arrive un petit peu à la fin. Bonjour, vous recrutez? Oui. Oui, de manière assez régulière. Alors davantage pour des postes qui ont attrait au département commercial et logistique. Si pas de conneries, il y a 4 personnes qui nous ont rejoints à temps plein sur l'année 2023. Et il y a d'autres perspectives qui se profilent. Bonne veste pour la pluie. On va être honnête. Arc'teryx. Arc'teryx, Alpha, voilà. Si le budget le permet, c'est génial. Après, il y a des dérivés, il y en a énormément pour des budgets un peu moindres. Je pense sur du mid-gamme. Je pense qu'on a la gamme de chez Carinthia quand même qui passe pas trop mal. Alors, c'est plus des vestes froids. Des marques sûres, t'as Eberlestock, Carinthia, Arc'teryx. Sûr. C'est un truc genre qu'on a testé. Je suis curieux de ce Dark. Ils ont la Ronin, là, ils ont une veste. Ouais, On attend. ouais. Quel est le meilleur moyen de vous contacter pour une candidature spontanée? Par mail. Mail de contact sur le site Chimera. Ou alors sur les différents profils que vous avez sur les réseaux sociaux. On voit souvent le combo LPVO Red Dot Sight, mais jamais Prism Red Dot Sight sur un fusil. Un avis sur cette config? C'est le taco là. Ouais, le prisme. Ouais. Bah, tout simplement, l'apport d'une LPVO, HPVO, tout ce qu'on veut, c'est l'identification. Avec un RDS et un prisme, en termes d'identification, à partir des 200 mètres. Ça répond pas à une des problématiques à laquelle... Ah oui, t'as plusieurs aspects. T'as l'aspect fragilité qui est soulevé malgré tout. Moi, j'ai jamais mis les yeux dedans ailleurs que sur un stand de foot show ou ailleurs. Donc, mais un truc qui flippe et qui dépasse, c'est toujours sujet à s'accrocher, à se briser, etc. Et ouais, comme tu dis, hein, c'est ça pour un humain ou pour un char, c'est détecter, localiser, identifier. Et ce prisme-là, il permet juste d'ajuster la hausse pour des distances plus importantes, mais Vous l'avez vu chaud en fait. Ah non, ouais, mais clairement, je pense que ça va à des distances où je sais que mon prisme, il va me permettre d'être point visé, point touché à 250 mètres, etc. Je pense que sur un pas de tir totalement aseptisé, ça fonctionne. est-ce que c'est des C2 basculantes? Tu vois, un caillou qui a 3 mètres devant, il marche quand même. Après, tout dépend du contexte dans lequel l'utilisation, le contexte, je le rappelle. Tout dépend de comment on utilise son matériel, voilà, mais je pense qu'une LPVO en 2023, ça fait plus de sens que d'aller faire un prisme avec un RDS. Enfin, on en parlait ne serait-ce que cet après-midi, en 2023, surtout vu des engagements actuels. Des engagements actuels, des conflits de haute intensité.
Est-ce que maintenant on peut réellement se balader avec un RDS C'est Uniquement, ouais. voilà. Pose la question. Uniquement pour de la self-défense, en fait, si tu veux, sur de la. C'est courte portée, sur. Enfin. Dire en 2023, je sors avec un RDS sans clipper déjà, pour moi, c'est. C'est ineptie. Il y a un manque, ouais. Il y a un manque, forcément. Je veux dire, faites le test, hein. Donc c'est très bien de faire que du coup en milieu clos parce qu'on est au chaud et qu'il fait bon. Il y a toi. Tu vois, on est à sec, on sait qu'on est bien. Mais aller dans un champ, demander à un mec à 150 mètres d'avoir quelque chose dans les mains et essayer de me dire ce que c'est sans avoir un truc. Contexte. Contexte. Ouais. Donc, et surtout avec les avancées qui sont faites récemment sur les optiques. Hein. Avant une LPVO, il y avait toujours ce truc où c'était volumineux, c'était massif, c'était encombrant, c'était assez lourd, etc. Aujourd'hui, entre si on prend les Vortex Razor, par exemple, pour la Gen 2 et la Gen 3, ils ont enlevé 100 grammes et ils sont passés de x6 à x10. Là, chaque 6 mois, chaque année, il y a des nouvelles dingueries qui sortent. T'as des très bonnes LPVO en premier plan focal pour 600€. Il y a ça, oui. Et c'est que si tu prends un Neotech Riser plus un magnifieur, ça fait le. Je veux dire, en termes de poids, mais. Et on est. C'est. En termes de poids et de prix. Ouais. Ah oui. Est-ce que les formations sont accessibles pour des agents de sécu protection rapprochée? Si vous avez une carte d'activité en cours de validité, oui. Les modèles de Salewa que vous conseillez? Wildfire, GTX. Wildfire. Pareil. Fire. GTX, Gore-Tex. GTX Gore-Tex, plus solide que les basses. Ouais. C'est la seule chose que je pourrais dire. Le nom Chimera, j'ai répondu. Est-ce que tu préfères la Pro P2 ou le MPS Steiner? Wow. On décide de se mettre cadeau. Tu préfères. Et là, on est en train de dire qu'un truc qui est merdique, c'est que si t'as... on les vend tous et on les utilise tous. Pour avoir été plus utilisateur de l'accro, je dirais l'accro. Okay. Et plus le P1 que le P2. J'ai eu beaucoup moins de problèmes avec le P1. Ouais. Personnellement. Donc en fait, tous ceux qui la revendent à moins de 400 balles, merci contactez-moi en privé. Il y a pas mal de casse quand même sur les P2. Malheureusement. Ouais, c'est factuel. Un peu de problème d'étanchéité. De manière assez décevante, ouais. C'est factuel, hein. C'est des problèmes d'étanchéité principalement, donc je pense que c'est au niveau des joints. Mais ça, des vitres pétées, etc. Et c'est pas ta vitre qui a pété alors que... Moi j'ai cassé une vitre d'Acro P2 à une semaine après l'avoir acheté à peu près. Mais bon, c'était ma faute. Mais oui, ça va, mais ça cache. Voilà, je communique. Voilà. Ah mais tu t'attends pas forcément à ça sur une optique à ce prix et aussi. Et d'autant plus qu'ils ont fait ce développement-là pour être les premiers à sortir une optique fermée pour pistolet, avant le Holosun 509T, etc., etc. Ils ont gardé le même form factor entre le P1 et le P2, donc c'est quand même un truc massif avec une fenêtre un petit peu qui est réduite en termes de taille. Aujourd'hui, quand tu regardes le MPS à côté ou le Pandora, par exemple, de l'Eden Steel, c'est certain que ça semble un petit peu rachitique. Moi, perso, je préfère le MPS. Il est plus bas sur l'arme, il y a un champ de vision qui est beaucoup plus grand, il est un peu plus accessible en termes de prix. J'ai pété un MPS, j'ai pété plusieurs P2 dans l'équipe aussi. Même si c'est pas dans la question, je le place quand même. On a un petit outsider là qui est le Pandora de Lead Steel qui s'annonce, qui est prometteur. Hein. Je l'utilise depuis pas mal de temps. Ils ont comblé pas mal des problèmes qui étaient sur le P2, à savoir dans un même volume, il y a 30% de champ de vision en plus. C'est un capot métallique et pas un capot plastique. Le P2 c'est tout con, mais sur une optique à ce prix-là, quand tu veux enlever la pile et que tu arraches le plastique, c'est une triste perfectible. Sur le Pandora, ils ont mis des lip shields, des espèces de lèvres de protection à l'avant et à l'arrière qui font qu'on n'a pas le verre qui est au contact direct de la carcasse. Là où le P2, le verre est vraiment à fleur. C'est-à-dire si on est amené à raquer sur l'environnement ou sur quoi que ce soit, le verre est sujet à prendre aussi des pètes, alors que là, ça l'aide beaucoup moins. Après, concernant quand même P2 ou MPS, je sais que le P2, il y avait certaines versions qui étaient réservées force de l'ordre, enfin administration en 2.5, MOA, et ça, moi je préfère quand même le P2. Voilà, fait dans de ça. À quand un boîtier fermé, on les moi.
Je sais pas s'il y a Remer là avec leur nouveau Yarnapa. Est-ce que les stages sont accessibles pour des civils sans expérience? Alors en fonction des stages, oui. Actuellement, tous les stages médics sont accessibles aux civils sans expérience. Et d'autres choses qui seront communiquées sous peu en 2024. Compte tenu du level atteint par Chimera aujourd'hui, what's next? Alors on est vraiment un troupeau de saumon et on est au balbutiement de ce qu'on compte faire. Donc Nous faut juste du temps. entre autres. Training Brazilian Jiu-Jitsu. Moi j'aime bien. Je faisais un petit peu avant. Maintenant c'est toujours le rythme de débile en fait entre les voitures, les avions, les trains, etc. qui m'empêchent de m'y coller davantage. Mais très fanat. D'ailleurs le KW2 aura cette partie justement de grappe, etc. Ouais, Zach sera en mesure d'en reparler plus prochainement. Yes. Les applis pour flouter le visage. Première Pro. On va dire ça. Ça on a déjà fait. Les études. Ouais. Une programmation au poids du corps avec petit matos pour les métiers avec beaucoup de déplacements. On pense au mec de Sentinelle. Là c'est Tom, le coach de Chimera Raise, qui s'occupe de ça. Donc la prochaine, on avait sorti la prog métabolique, la Engine. La prochaine prog qui sort sous peu d'ailleurs, c'est la prog hypertrophie. Donc plutôt axée faire de la viande. Et la suivante, qui est d'ores et déjà prête, c'est une prog justement au poids du corps avec extrêmement peu de matos pour les gens qui viennent bouger beaucoup. Et ça sera la dernière question. Opinion sur GBRS. Wow. D'ailleurs, on a un représentant syndical ici. Waouh. Ah là, t'es obligé de t'ai vu. Allez, je m'y mets. Opinion GBRS Group. Moi, de mon avis personnel, pour moi, c'est actuellement outre-Atlantique, c'est en termes de communication, en termes de marketing, je trouve qu'ils sont en avance sur tout le monde. Ils arrivent à peu près à avoir toujours ce train d'avance. Ça a commencé avec tout simplement les Patreon, où c'était déjà, c'était pas hyper connu à cette époque-là. Là, ils ont enchaîné sur les KTC, les Knowledge Transfer Course, où je trouve ça dingue. Et après, dans l'ambiance qu'ils arrivent à retranscrire dans leurs médias, je trouve ça super clean. Alors, il y a énormément de gens qui vont pas aimer. Il y a énormément de détracteurs, de gens qui ont pu parler, par exemple, des innovations qu'ils ont pu sortir sur le Hydra, sur les conflits qu'ils ont pu avoir, etc. Mais en attendant, ils se positionnent en novateur et en précurseur. Moi, c'est mon avis. Du coup, moi, je valide à 100% GBRS Group. Ouais, il donne le tempo, hein. Son leader. Et ça, c'est quand même une leçon de communication, un peu une leçon de marketing, parce que c'est la même chose, c'est qu'est-ce que tu vends et à qui tu le vends. Et ils se sont positionnés vachement sur cette tendance un petit peu vibes, un petit peu hype de la sphère, si on remonte à leur début, avec Ferro Concept, avec Forward, avec toute cette sphère-là. Et ils ont vraiment structuré la chose. Donc ceux qui suivent un petit peu, ils ont réussi à soulever des fonds, il y a des investisseurs qui sont arrivés, donc il y a une vraie média qui est là pour c'était dans un laps de temps qui est hyper... C'est ça, c'est là où la leçon elle est intéressante, c'est que les idées ne se suffisent pas à elles-mêmes. Le cadre en fait est aussi important, l'environnement dans lequel on se place est aussi important. Là, la structure d'équipe qu'ils ont réussi à mettre en place, ça leur permet d'avoir ces productions qui sont supra-professionnelles, d'avoir les développements de matos et de se placer aujourd'hui comme des leaders incontestables. C'est toujours la même chose, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas. À la fin, ils sont présents en fait sur l'écosystème. Faut pas regarder ça avec ses yeux ou avec son prisme propre, parce que sur les choses qui ont pu être évoquées, sur les trucs de CQB avec le doigt dans l'arcade de Ponté et ce genre de choses, c'est des trucs qui forcément sont sujets à discussion. Il y a des explications plus ou moins tangibles qui sont fournies systématiquement. Toujours est-il que ça fait réagir. Si on se place un petit peu avec les lunettes de la bienveillance, ça reste des mecs qui donnent envie à une grande quantité de personnes en fait de s'y coller, donc que ce soit dans
cadre de leur programme sportif, que ce soit dans le cadre de leur tir ou ce genre de choses. Il y a forcément le côté influence, le côté vibes en fait que certains peuvent trouver rédhibitoire et qui convient en fait aussi, conviennent aussi à d'autres. Donc si ça fait bouger les choses d'une certaine manière, si ça plaît à certains, ça va forcément déplaire à d'autres. Hein. C'est toujours la même chose. Le meilleur moyen de plaire à tout le monde, c'est de rien faire. Ah, bien sûr. À partir du moment où tu mets en mouvement, tu vas aller vers certaines personnes et tu vas aller à l'encontre d'autres personnes. Il y a la scène anglo-saxonne et spécifiquement américaine qui est quand même beaucoup plus fournie que la scène française et européenne. Nous offre un échantillon assez large des profils, des placements, etc. Et ça reste quand même une belle réussite dans un laps de temps assez court, quoi. C'est sûr. Et après, ils ont parce que pour suivre un peu le contenu qu'ils diffusent, etc. Là où ici ils sont, je trouve, très forts, c'est que et ils le font, je pense, de bon cœur, mais ils sont très orientés aussi sur tout ce qui est vétéran et famille en fait. Et le côté patriotique US qui est là, qui est présent. C'est le côté patriotisme US. Je pense qu'ils le font parce qu'ils veulent vraiment le faire. Et de par Tribescade, de par des petites entités à droite à gauche, des ramifications. Et je vais pas dire que on l'avait pas forcément vu. On le voit beaucoup plus outre-Atlantique qu'en France, mais même dans le tissu social global. Ouais. Le patriotisme y étant beaucoup plus présent, le fait que ce soit porté par des messagers en fait de cette trempe-là, nécessairement, ça a beaucoup plus d'impact. Hein. Ouais. C'est clair. Ok. D'autres à rajouter, messieurs? Yep. Bon, merci à tous. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur ce genre de format. On sera potentiellement amené à le refaire avec d'autres membres de l'équipe, à gauche, à droite ou en cours de déplacement. Et en espérant que vous ayez au moins passé un bon moment. merci à tous. Merci, au revoir.